Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire non élucidée. Une histoire odieuse. Une histoire crapuleuse. L'une des histoires les plus sombres jamais répertoriées dans les annales de la criminalité au Cameroun. L'affaire Pondo. Dans la nuit du jeudi 7 juin au vendredi 8 juin 1979, une famille est décimée à Bonabéry à Douala. Mais que s'est-il passé exactement? Qui a décimé la famille Pondo? Nous sommes le vendredi 8 juin au matin. Comme à l'accoutumée, mademoiselle Colette Niamsi, domestique chez les Pondo, se rend à son lieu de travail. Elle ouvre le portail. Et en entrant, elle constate l'absence des deux véhicules de ses employeurs. C'est intriguant. Qui a bien pu le sortir à une heure aussi matinale? Madame Pondo vient d'accoucher. Il est donc impossible qu'elle soit sortie avec l'une d'elles. Une autre question d'intrigue. Lorsque monsieur et madame Pondo sortent avant son arrivée, ils ont l'habitude de demander au gardien d'attendre qu'elle arrive. Or, ce matin-là, elle ne trouve pas le gardien. C'est bien étrange tout ça. La porte centrale est ouverte. Elle entre à l'intérieur de la maison, tire les rideaux et se rend compte que le climatiseur marche. Ce qui l'a conduit à croire que madame Pondo est là. Elle dort peut-être encore. La domicile va aller frapper à la porte de la chambre à coucher du couple. On n'enregistre pas de réponse. Elle cherche le bébé, le petit Marc Anthony, dans son berceau. Mais il n'y est pas. Elle cherche le petit Nicolas, âgé de 3 ans, mais elle ne le trouve pas. Elle est alertée par un petit bruit persistant à l'aide. À force de fouiller, elle trouve l'origine de ce bruit. Le bruit provient de l'armoire. Alors elle ouvre l'armoire et elle n'en revient pas à ses yeux. Ce qu'elle va y trouver est effarant. Le bébé emballé et la figure attachée. Aussitôt, elle se saisit du bébé et fonce pour se rendre dans un hôpital. Elle sort en courant, se dirige vers la route et stoppe le premier taxi. Taxi, taxi, amenez-moi à l'hôpital le plus proche. Après négociation avec le taximan, il tombe d'accord pour un billet de 10 francs. Elle s'engouffre dans le taxi, le bébé dans ses bras. Arrivée à l'hôpital, elle lance l'alerte générale. À la société Golf que emploie M. Pondo, pas de traces de celui-ci. Les membres de sa famille alertés se rendent à son domicile et procèdent à des fouilles, mais sans succès. Alertés, la gendarmerie et la police se rendent aussitôt sur les lieux et procèdent à des fouilles. Ils découvrent l'horreur. Monstrueux, macabre, diabolique, les adjectifs manquent pour qualifier ce qu'ils vont découvrir. Leur attention est attirée par un endroit recouvert d'un contre-plaquet sur lequel une fosse était creusée. Et là, gisaient les corps de 3 victimes. Très tôt, dès le 9 juin, la police met la main sur les 2 protagonistes de ce crime macabre. Sylvestre Njomze, âgé de 20 ans, gardien chez les Pondo, et son ami Oumbe, âgé de 23 ans. Ils seront arrêtés de manière providentielle, hasardeuse, à Bemenka, à la région ouest, où ils s'étaient réfugiés, après avoir commis ce crime macabre. Les gendarmes retrouvent sur eux les papiers d'un véhicule de marque Subaru dont le propriétaire serait un certain Claude Niville, de nationalité algérienne. On retrouve les papiers d'une Renault 12 et plusieurs documents au nom de Monsieur Pondo. On retrouve aussi de l'argent sur 90 000 francs et plusieurs billets de dollars américains. Un butin impressionnant somme toute. Dans la nuit du 10 au 11 juin, ils seront transportés par hélicoptère à Douala où ils passeront aux avions. Oumbe se montre taciturne, c'est Sylvestre Njomze, le gardien de Pondo, qui raconte le crime, le regard cruel et la voix inhumaine. Mais écoutons-le, écoutons-le raconter son crime. J'ai été contacté le 3 juin par quelqu'un qui disait être l'ami intime de M. Pondo. Il m'a proposé une forte somme pour participer au meurtre de mon patron. Mais compte tenu de ma situation financière, de la situation de ma famille, j'ai accepté. Surtout qu'il m'avait rassuré que mon rôle serait infime. Résiduel, excusez-moi, je ne savais pas que ça allait être ainsi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je devais juste servir de guetteur et d'informateur aux yeux de l'opération, car je connais très bien les lieux. J'ai demandé à mon ami Oumbe de prendre part à l'opération, mais Oumbe a accepté tout de suite de se joindre à lui. Et le 6 juin, vers 17 ans, il y a 2 amis de M. Pondo, dont celui qui m'avait approché. Moi et mon ami Oumbe, nous sommes introduits dans la concession du patron en passant par une petite porte située juste à gauche du domicile, juste derrière là. Avant le lancement de l'opération, nous sommes consacrés pour fixer la mission de chacun parce qu'il faudrait bien que chacun sache quoi faire. Mon mission était simple, j'avais juste pour rôle d'alerter les compagnons dès le départ de la femme de ménage, mademoiselle Colette Niamsi. Il fallait aussi surtout que je m'assure
que la femme du matron se trouvait bien encore dans la maison. Vous l'avez entendu. Jones raconte là que pour donner le signal du lancement des opérations, il devait juste lancer un caillou sur le toit de la case dans laquelle se cachaient les principaux conjurés. « 17h15, la femme de ménage quitte son lieu de travail pour rentrer chez elle. Jones lance un caillou sur le toit de la cachette des assassins. L'opération est lancée. Les criminels s'introduisent discrètement dans le domicile et se réfugient dans l'une des pièces de la maison. Madame Pondo sort de la cuisine, tenant son fils Nicolas de 3 ans par la main. Elle se dirige au salon, elle s'installe dans un fauteuil et se met à écrire. En effet, elle était en train d'établir le budget familial puisqu'il devait voyager le lendemain pour les États-Unis d'Amérique. Je vais préciser ici que Madame Pondo est une Américaine de nationalité. Son nom de jeune fille, Shannon Johnson. Alors qu'elle était en train d'écrire, les 2 hommes qui se sont fait passer pour les amis de M. Pondo sortent de la cachette et se précipitent dans le salon. L'un d'entre eux tient un arrache-clou entre les mains. À la vue des 2 hommes, Madame Pondo pousse un immense cri d'effroi. Le soi-disant ami intime de M. Pondo se jette sur elle. Son complice qui tient l'arrache-clou lui assène un violent coup sur la nuque. Bien que sommée, Madame Pondo tente de se débattre. Elle se débat. Ayant constaté que son fils de 3 ans assiste à la scène, elle vient timidement de s'enfuir. Mais fuis Nicolas, cours, ils vont te tuer, va te cacher, cours. Madame Pondo se bat contre ses agresseurs. Le soi-disant ami intime de M. Pondo sort une ficelle et l'étrangle. Le petit Nicolas, âgé de 3 ans, a assisté à cette scène effroyable. Il a vu toute la scène. Il a vu l'assassinat de sa mère. Il court et se réfugie derrière un meuble. Mais le soi-disant ami intime de M. Pondo le poursuit, l'arrête et l'étrangle également, mais cette fois-ci de ses propres mains. Effroyable. L'innocence assassinée, froidement assassinée, sans état d'âme. Les assassins enlèvent les 2 corps du salon et les cachent dans une chambre, tandis qu'ils se retirent dans les cachets en attendant le retour de M. Pondo pour lui infliger le même supplice. Au terme de cette première opération, Jones regagne le portail pour continuer son travail afin que M. Pondo ne se doute de rien à son retour. Dès 18h, M. Pondo arrive et Jones lui ouvre le portail. Simon Pondo a un mauvais pressentiment. Il ne veut pas entrer à l'intérieur de la maison. Il fait entrer à moitié son véhicule dans la concession et demande au gardien si son épouse est là, à la maison. Non, patron, non, lui répond-il. Madame Pondo est sortie avec le petit Nicolas, patron. M. Pondo décide de faire un demi-tour et décide d'aller faire un tour en ville. Au moment de poursuivre son chemin, il croise une amie de sa femme, une dame blanche de nationalité américaine. Il dit à celle-ci que son épouse est sortie, mais cette dernière va insister pour entrer, attendre Dame Pondo à l'intérieur de la maison. Simon Pondo l'abandonne, il prend le chemin de la ville. Finalement, las, fatigué d'attendre Madame Pondo, cette dame décide finalement de s'en aller. Quelques temps après, M. Pondo est de retour. Et le gardien lui informe que Madame n'est toujours pas là. Elle n'est pas rentrée avec le petit Nicolas. M. Pondo hésite, mais finalement, il entre à son domicile, s'installe au salon et prend un roman et se met à lire. M. Pondo est un grand amoureux de la lecture, de la littérature. Depuis le cachet, les 3 assassins attendent impatiemment le signal de Jones pour passer à l'action. Subitement, un véhicule arrive. Ils n'avaient pas prévu cela dans leur plan macabre. C'est juste une autre visiteuse, une dame blanche de nationalité américaine, une amie de Madame Pondo, qui également frappée par un 6e sens, tenait absolument à voir son ami. Elle est reçue au salon par M. Pondo. Celui-ci demande au gardien Jones de leur servir à boire. Jones ramène du Ricard, une petite Goldham, du Coca-Cola et du tonic. Après avoir entendu en vain Madame Pondo, notre visiteuse décide de prendre congé de M. Pondo, qui la raccompagne au portail, un homme élégant et raffiné. C'est à ce moment-là que l'un de ses agresseurs, le soi-disant ami intime, sort de sa cachette et se place derrière le battant de la porte centrale. Lorsque M. Pondo revient, il lui assène un violent coup sur la nuque avec une espèce de matraque. Sommé, Simon Pondo s'effondre. Son agresseur se rue sur lui et se met à lui asséner une série de coups. Des coups aussi violents les uns que les autres. Simon Pondo n'est pas homme à se laisser mourir, il n'est pas homme à se laisser abattre. Il se débat comme un beau diable. C'est alors que le deuxième complice entre en scène. Il bondit sur Simon Pondo et il lui assène de violents coups. Il l'étrangle
avec du fil de fer barbelé. Simon Pondo rend le forfait commis. Les deux meurtriers demandent à Jomze et Umbe de nettoyer scrupuleusement la scène du crime et de tout mettre en ordre. Pendant ce temps, ils procèdent aux fouilles dans les chambres. Ils en reviennent avec un sac de voyage dans lequel sont entassés des liasses de billets de banque en francs CFA et en dollars américains. Avant de quitter les lieux, le soi-disant ami intime ramène le corps de Madame Pondo Sama. Il étale sur le dos. Mais que veut-il faire? Il la déshabille, il ouvre la braguette de son pantalon, il le baisse. Mais non, il ne va pas pousser la cruauté jusqu'à ce niveau. Mais non, il ne va pas quand même faire ça. Oh que si, le crime n'a pas de limite. Il va violer le cadavre de Madame Pondo. Oui, violer, vous avez bien entendu. Pendant qu'il réalise sa sale besogne, Jomze et Umbe sortent de la maison pour la cuisine. Ils vont creuser la fosse dans laquelle seront jetés les corps. Après avoir enterré tous les corps et mis de l'ordre dans la maison, le soi-disant ami intime sort de l'argent et le remet à Jomze tout en lui recommandant de partir très loin afin d'éviter les forces de l'ordre. En quittant la maison, ils emportent quelques effets personnels et des objets de valeur appartenant au Pondo. Avant de se séparer, les 4 complices prennent soin d'enfermer le bébé de 29 jours dans une armoire. Un bébé de 29 jours à peine, ils vont l'enfermer dans une armoire pour l'asphyxier. Jomze et son ami s'enfuient en empruntant la Renault 12 du patron. Les 2 autres, quant à eux, ils se contentent d'un second véhicule. Voici comment s'est déroulé selon les aveux même de Jomze Sylvestre, l'un des crimes les plus crapuleux jamais répertoriés dans les annales d'Akhina Itoka. Mes chers amis, mais pour comprendre les mobiles de ces crimes crapuleux, il faut revenir sur la personnalité de Simon Pondo. Qui est Simon Pondo? Mais pourquoi a-t-on tué Simon Pondo et sa famille? Qui a commandité ce meurtre? Pourquoi a-t-on exécuté le gardien Jomze et son ami Umbe alors que le Cameroun n'exécutait plus de condamnés à mort? Qui étaient les 2 soi-disant amis intimes de M. Pondo? Ont-ils été arrêtés? Mais qu'est devenu le bébé enfermé dans l'armoire? La suite au prochain épisode. Harold raconte. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur notre page Facebook. Si vous avez des éléments ou bien des informations à partager avec nous sur cette affaire, alors contactez-nous. À très bientôt. Harold raconte.